Votre invitée aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Agnès Verdier, directrice de l'IFRAP. Bonjour. Bonjour David. Je vois que vous lisez la presse. Je ne sais pas si on peut voir quand même, parce qu'il y a tous les canards. Ils sont vraiment tous là, les journaux? Il y a JDD, Le Monde, Les Échos. Ouais. D'accord, quasiment tous. Bon, aujourd'hui, jour de restitution, donc synthèse du grand débat, toutes les contributions, voilà, il y a travail titanesque. La question c'est, la semaine dernière, Édouard Philippe nous a dit « Oh là là, il y aura une réponse, les décisions, elles seront puissantes de la part du gouvernement, elles seront prises. Vu les faibles marges de manœuvre, vous croyez vraiment qu'il y aura des solutions puissantes qui vont ressortir de ce grand débat ?» Voilà, les solutions, on les connaît tous. Hein. Pour baisser la fiscalité, il faut baisser la dépense. Ce n'est pas très compliqué. C'est basique. On n'a pas beaucoup débattu de la partie « on baisse la dépense en France ». Oui, mais c'est dommage. Mais quand on voit la restitution du grand débat, on voit que les Français veulent quand même moins d'élus, moins d'impôts. Ça passe forcément par moins de dépenses, une meilleure organisation publique, une plus grande transparence sur l'ensemble de la dépense. Chaque euro d'argent public, je suis désolée, nous à la Fondation IFRAP, on passe énormément de temps à auditer tout ça et on se rend compte qu'il y a beaucoup de données qui sont encore non soumises aux Français finalement. Et vous y croyez pas à cette mesure puissante? Vous croyez vraiment que dans votre fort intérieur, quelque chose de puissant ressortira? Moi j'y crois, je pense que de toute façon on ne peut que aller vers du meilleur maintenant, puisque de toute façon on est le pays qui taxe le plus, le pays qui dépense le plus. Donc on ne peut pas continuer comme ça. On est obligé de rétro-pédaler dans l'autre sens, comme l'ont fait nos partenaires européens. Il ne faut pas oublier que les autres sont à 40% de taux de prélèvement obligatoire, quand nous on est autour des 44, 45, et les autres sont à 47, 47,5 de dépenses publiques, on est à 56. L'écart, il faut voir en termes d'impôts, 5 points, c'est 100 milliards d'euros d'impôts de plus taxés. Donc à un moment, il va falloir revoir toute cette organisation, et ce n'est pas simplement en brandissant des idées d'harmonisation fiscale en Europe, etc. Ça ne sert à rien, parce qu'en réalité, tous les autres ont déjà quasiment fait le boulot. Les autres ont repoussé l'âge de départ à la retraite, ont réduit leur nombre d'agents, ont augmenté le temps. On va parler de la retraite. Bref, etc., etc. Donc à un moment, soit on regarde les vrais mots qui touchent la France, et par exemple, on parle beaucoup de pouvoir d'achat. Comment rendre du pouvoir d'achat aux Français? Quelle est la mesure la plus puissante selon vous? On a vu, il y a plein de choses dans le débat. Cette faculté peut-être de baisser l'impôt sur le revenu sur les premières tranches, de réindexer les retraites, la suppression de la redevance télé. Quelle serait pour vous la mesure la plus puissante pour répondre à ce malaise social des classes moyennes? Ça va être un paradoxe, ce que je vais vous répondre, mais ce n'est pas sur les ménages qu'il faut agir en premier, c'est sur les entreprises. Ouais, là, vous n'êtes pas audible. Mais non, mais je suis désolée, c'est la réalité. C'est-à-dire que nos entreprises, c'est... Les gens qui vous disent on n'arrive pas à joindre les deux bouts en fin de mois, et vous ça dites qu'il faut aider les entreprises. Ça dépend, David, si vous voulez du court-termisme ou du moyen-long terme. Si vous voulez du court-termisme, si vous voulez continuer à... Parce que combien on a d'aides déjà sociales? 100 milliards. C'est pas déjà énorme? On a empilé, mais on a empilé des aides entre le RSA, l'allocation rentrée scolaire, la prime de Noël, etc., etc., etc. Des aides toutes diffusées de manière différente. Résultat, on a des coûts de distribution qui sont gigantesques. Et ça, c'est sur l'ensemble de nos dépenses sociales. C'est 42 milliards le coût total pour toutes nos dépenses de protection sociale, du coût de gestion. C'est 10 milliards de plus que dans les pays de l'Union européenne, c'est 6 milliards de plus que dans la zone euro. Donc des aides sociales, on en a pléthore. Des idées fiscales pour alléger le bas de barème, on en a déjà utilisé plein. Qu'est-ce qu'il a fait François Hollande? Il a supprimé la première tranche de l'impôt sur le revenu. On s'en souvient? Qu'est-ce que ça a changé? Rien. On a eu les gilets jaunes, ça n'a rien empêché. Ce n'est pas qu'une question d'équité fiscale, etc. C'est une question de compétitivité du pays. Et ça, c'est beaucoup plus profond. Et croire qu'on va résoudre ce problème avec la suppression de la redevance télé ou avec une TVA à 0% sur les produits de première nécessité ou avec de nouvelles aides sociales ou avec une augmentation de la prime d'activité, je crois qu'on se leurre complètement. C'est déjà ce qu'ont essayé tous les autres gouvernements. Faites-vous le film des dernières années et regardez ce qui s'est passé. C'est à chaque fois des mesures comme celle-là et ça n'a pas donné de résultat. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas véritablement avoir une politique fiscale intelligente si on n'a pas de l'autre côté un regard sur les dépenses et si on n'est pas focalisé sur une fiscalité qui véritablement permet à nos entreprises de créer des nouveaux emplois. Le problème, c'est qu'on a 72 milliards de taxes sur la production, la CVAE, l'IFER, la CET, les taxes transport, qui sont gigantesques pour nos boîtes et qui les empêchent de créer des emplois. C'est pas une priorité aujourd'hui pour le gouvernement, ça on l'avait compris. Sauf que dans nos territoires, moi je suis partout dans tous les territoires, je me déplace partout en France toutes les semaines. Et alors ? Qu'est-ce qu'ils attendent les entrepreneurs? Ils attendent qu'on baisse ces taxes pour pouvoir embaucher plus.
C'est là que demain, on aura le pouvoir d'achat de demain des Français. C'est pas en faisant des petits ajustements la petite semaine sur la redevance télé, etc. Même la taxe d'habitation, c'est une mesure qui finalement passe à côté du problème. Pourquoi? Parce que les 20 milliards qu'on va utiliser pour baisser la taxe d'habitation, on aurait dû les utiliser pour baisser la pression fiscale sur les entreprises. Et on passe à côté des sujets. Hein. Pourtant, vous ne seriez pas élu avec un programme comme ça, vous. Hein. Mais non, mais le sujet, c'est pas d'être élu. Le sujet, c'est de gérer correctement la France. Est-ce qu'on va enfin regarder les problèmes que nous avons plutôt que de se voiler la face en se disant on va distribuer ceci à un tel pour qu'il soit content. Ça c'est pas de la politique, disons, avec une vision en hauteur. Agnès, puisqu'on parle des impôts, Gérald Darmanin, hier au JDD, nous dit que son gouvernement, c'est celui qui a le plus baissé les impôts sur 20 ans, au cours des 20 dernières années, en dégrénant les cotisations sociales, l'ISF, la taxe d'habitation, la flat tax, il le met la CSG évidemment. Il délire ou pas? C'est le gouvernement qui a le plus baissé les impôts depuis 20 ans. Ce que j'aime beaucoup, mais c'est pas qu'avec ce gouvernement, c'est que les gouvernements ne vous parlent jamais que des baisses d'impôts, mais jamais des hausses. Alors, ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, c'était typiquement ça. C'est qu'on a rabâché aux Français qu'ils allaient avoir du pouvoir d'achat en plus. Vous vous souvenez des 6 milliards en septembre, là? Septembre 2018, on nous disait qu'il y aurait 6 milliards d'achats supplémentaires pour en baisse d'impôts pour les ménages. Et en réalité, il y a eu derrière la crise des Gilets jaunes. Pourquoi? Parce que la CSG, elle a beaucoup plus augmenté que les cotisations n'ont baissé en totalité. Et ça donc c'est une menterie, c'est un mensonge quand il nous dit Gérald Darmanin. J'ai bien lu son interview, c'est intelligemment fait. C'est-à-dire qu'il dit que pour ceux à qui on a baissé les cotisations, la CSG a été une moindre augmentation, mais globalement, pour tous les Français, la CSG, elle explose en ce moment. Hein. On était à 90 milliards de recettes de CSG quand ce gouvernement est arrivé au pouvoir. Maintenant, on va être à 119 milliards de recettes de CSG, a priori en 2019. Alors, ce sera un petit peu moins parce qu'il y a eu des aménagements sur les retraités avec le plan de décembre dernier. Mais on a quand même là-dessus un gouvernement qui focalise... Vous savez, pour les derniers chiffres que nous avons pu consulter, les chiffres de l'INSEE, on n'a pas de baisse, nous. On est une stagnation du poids de la fiscalité. Alors après, ça va que jusqu'en 2018. Ensuite, on verra pour les années futures. Mais quand on regarde la trajectoire gouvernementale qui vient d'être remaniée pour Bruxelles, notamment, on voit qu'en 2019, il y a une baisse de l'impôt qui est programmée par le gouvernement, au global, en pourcentage du PIB, mais ça remonte en 2020-2021. Et ça, c'est dans les projections gouvernementales. Ouais. Donc, pour l'instant, on peut dire que jusqu'à maintenant, l'impôt n'a pas baissé. Et que, a priori, d'ici la fin du quinquennat... L'impôt au sens large, au sens impôt, taxe, l'impôt au sens large, et il va remonter en 2020-2021, c'est ce qui est programmé. Sous Macron, l'impôt n'a pas baissé, il va remonter dès l'année prochaine. C'est ce qui est programmé dans la trajectoire gouvernementale. Après, la seule question qu'on peut se poser, c'est entre 2016 et 2022, puisque les promesses ont été faites par le président de la République pendant la campagne en 2016, est-ce que le poids de l'impôt sera inférieur en 2022 par rapport à ce qu'il était en 2016? Il nous dit a priori 1,4 point de PIB de moins. Eh bien, ça pour l'instant, c'est... Il n'y a pas beaucoup de gouvernements qui vous disent qu'à la fin du quinquennat, il y aura plus d'impôts. Donc ça, c'est clair. Mais vraisemblablement, il y aura une petite baisse. Mais pas du tout à la hauteur des enjeux. Quand on parle d'écart de 4 points de PIB sur le poids de l'impôt entre la France et ses partenaires européens et ses partenaires de la zone euro, là, on va faire une baisse de 1 point, 1 virgule et quelques. Mais... on n'est pas du tout dans les clous. On est dans l'épaisseur du trait. On n'est pas dans les clous. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a toujours dit sur le programme, malheureusement, du gouvernement, c'est qu'ils ne vont pas dans une transformation réelle en profondeur du modèle. Ils se contentent de bouger un peu des curseurs. Ce qu'on fait à peu près tous les gouvernements. Et ça ne suffira pas, parce que la bataille de l'emploi, elle se joue dans nos boîtes, dans nos territoires, et elle se joue avec une fiscalité beaucoup moins importante et incitative à investir, à créer, à embaucher. Dans cette trajectoire, il y a les impôts, il y a aussi les comptes publics. Le président et son gouvernement ont abandonné l'équilibre budgétaire pour la fin de mandat. Est-ce que c'est grave de dire qu'au lieu de faire 0% sur les comptes publics, sur le déficit, on va faire 1 point de déficit? C'est grave, franchement. Non, mais pour l'instant, on ne connaît pas les baisses de dépenses du gouvernement. Il a programmé 60 milliards à 80 milliards d'économies. Et en réalité, ils attendaient
une croissance plus importante à 1,7 qui leur permettait, cette croissance, finalement, de ne pas tellement faire d'économies réelles. Maintenant, il va falloir faire des économies pour tenir la trajectoire, de vraies économies. Et là, on ne sait pas où elles sont. On ne sait pas où elles sont, mais attendez, je vous coupe parce que Gérald Darmanin, j'ai posé la question à Jean-Pierre Levat qui était à votre place la semaine dernière. Il y a eu cette interview que vous avez dû lire de Darmanin, c'était aux Échos, je crois, en binôme avec Bruno Le Maire, où il a dit, vous avez dû tomber de votre chaise, vous qui scrutez à la loupe les dépenses publiques, pour la première fois en 30 ans, notre gouvernement a réduit la dépense publique. Quand vous avez lu ça, vous êtes tombé de l'armoire ou pas? Mais non, mais parce que, en fait, c'est aussi ce que disait le précédent gouvernement. C'est très amusant parce qu'ils enlèvent les crédits d'impôt. Donc, ils disent qu'ils sont à 54,4 de dépenses publiques par rapport au PIB. Mais si vous remettez à l'intérieur les crédits d'impôt, en fait, on est à 56% de dépenses publiques. Et en réalité... Non, mais la dépense publique, elle est tenue. Ce qui est vrai, c'est qu'elle n'a jamais aussi peu augmenté mais on est toujours à 56%. Il y a comme une amélioration. Oui, mais David, le problème, c'est pas de faire des petits pas de fourmis parce que les autres, ils ont déjà fait le job. C'est ça qu'il faut comprendre. Et ils sont encore en train de baisser la part de dépenses publiques dans leur PIB chez nos partenaires les plus proches. C'est-à-dire que pendant que nous, on fait des tout petits pas pour passer de 57 à 56% de dépenses publiques, et on se dit c'est formidable, c'est extraordinaire, on n'a jamais vu ça. Ils sont 10 points en dessous. Les autres, ils sont à 8,5 de moins ou à 9 de moins. Donc il faut peut-être se poser la question de à quelle vitesse on veut aller. Parce que si on continue à cette vitesse-là, dans 15 ans, on en parle encore, des problèmes de compétitivité de la France, du fait qu'on a trop de dépenses publiques, etc. Alors qu'en plus... Mais pour l'instant, ce n'est pas le problème du gouvernement à court terme. À court terme, le problème, c'est le malaise social. Vous avez compris ça? Et le problème, c'est qu'il y a deux timings différents. Mais David, le problème, c'est que c'est le même sujet. Et qu'on se fourvoie complètement en croyant que ce n'est pas le même sujet. Et on se Après, il y a 20 milliards d'euros, entendu, le CICE qui était donné aux entreprises, pour quel résultat? Mais non, mais ce n'est pas donné. C'est pas donné, puisque en réalité, François Hollande avait énormément augmenté la pression sur les entreprises au niveau de la fiscalité. C'est-à-dire, vous dites à quelqu'un, je vais vous taxer plus, puis après, je vais vous enlever de la pression fiscale, mais vous embauchez pas assez. Mais attendez, il faut peut-être comparer avec ce qui se passe ailleurs. Peut-être se dire que, bah oui, les cotisations employeurs sont encore beaucoup plus fortes en France par rapport aux pays comparables, que toutes ces taxes qui financent les collectivités locales, qui pèsent sur nos entreprises, avant même d'avoir réalisé 1 euro de bénéfice. Les impôts à la production, 70 milliards d'euros. Ils sont beaucoup plus élevés, ils empêchent nos boîtes de se développer. Est-ce qu'on va enfin se dire qu'on ne peut pas juste considérer que le problème des Gilets jaunes, c'est un problème qui finalement est un problème que de pouvoir d'achat à mettre dans un coin, alors qu'en réalité, c'est un problème global de transformation de notre modèle. C'est pour ça que le président de la République a été élu, parce qu'il a promis la transformation du modèle. Qu'est-ce que c'est la transformation du modèle? C'est le modèle social, c'est changer la sécu, la changer complètement, c'est fusionner toutes les aides, c'est se dire qu'on les plafonne, on les rend imposables, on a une vraie incitation au retour à l'emploi, c'est se dire que du côté des pensions, des retraites, on fait comme les autres pays, on repousse l'âge de départ. Tiens, parfait, je l'arrête. Agnès, parlons-en, c'est que le gros chantier de l'année. Je me demande, on a beaucoup parlé ici effectivement de cette cacophonie, c'est quoi de l'exécutif sur l'âge légal de départ à la retraite. La question, pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron laisse prospérer cette polémique, selon vous, sur l'âge légal de départ à la retraite? Parce que ça fout les nerfs aux syndicats. On voit Jean-Paul Delevoye qui, paraît-il, aurait menacé de démissionner. Pourquoi il ouvre un nouveau front, le président? Il a déjà cette sortie du grand débat qui est périlleuse. Il y a les élections européennes, il y a ce malaise social. Pourquoi? Qu'est-ce que ça traduit? Moi, j'ai une idée, mais je vous laisse répondre. D'abord, il y a un truc hyper factuel. C'est qu'en décembre, le président de la République a renoncé à peu près à 10 milliards de hausses d'impôts. À l'horizon 2019, il n'y a pas que des hausses d'impôts là-dedans, mais en gros, il a renoncé à de la recette fiscale. Taxe carbone. Ensuite, à la fin, taxe carbone, TICPE, etc., CSG, taxation des heures supplémentaires, etc., etc. Tout ça, c'est de la recette en moins. Ouais. Alors, rien que sur tout ce qui est taxation énergétique, à l'horizon 2022, c'est 14 milliards de moins. Si vous faites l'addition sur la trajectoire, vous êtes à une vingtaine de milliards de recettes en moins à la fin du quinquennat. Donc il y a besoin en face de compenser par des économies. Comme on ne veut pas de jeux de bonneteau, les Français en ont marre des jeux de bonneteau, c'est-à-dire d'un côté on vous enlève des cotisations, mais de l'autre on vous augmente de la CSG, on vous augmente des taxes locales, on vous supprime de la taxe d'habitation, mais en face on vous met de la taxe carbone, etc. etc. Ça, c'est plus possible. Donc maintenant, le gouvernement est au pied du mur, parce que puisqu'il ne peut pas augmenter l'impôt, et heureusement, il va falloir à un moment, en face, baisser la dépense et faire des réformes de transformation. Donc s'il laisse prospérer encore une fois cette polémique, c'est parce que derrière, il a l'intention de se refaire. Ce n'est pas une intention, c'est qu'il n'a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix de quoi? On est obligé de repousser l'âge de départ à la retraite à 65 ans et de prendre cette décision. Mais Macron n'a pas le choix, mais il y a cet engagement
présidentielle de ne pas toucher à cette borne. Attendez, David, combien de futurs présidents ont tenu la totalité de leurs engagements? En réalité, cet engagement, il est fondé sur un faux constat du Conseil d'orientation des retraites qui a dit, pendant la campagne électorale, qu'il n'y avait plus de problème de financement des pensions. Qu'est-ce qui s'est passé après? Notre gouvernement, et ce n'est pas un choix délibéré, pendant la campagne, Emmanuel Macron n'avait pas dit qu'il allait geler les pensions. Vous l'avez entendu dire ça? Non. Bon, non, parce qu'il demandait déjà un effort aux retraités sur la CSG. Pourquoi il ne l'avait pas dit? Parce qu'il pensait qu'il n'y avait pas de problème de financement des retraites. C'était faux. Donc ce constat était faux et tout ce qui a été dit pendant la campagne par la République En Marche… C'est le corps Conseil d'orientation des retraites qui s'est dédié quelques mois après en disant finalement notre prévision elle est un peu plus sombre que ce qu'on avait dit. Mais entre-temps, il y avait un nouveau gouvernement à la tête de la France. Ouais. Et ce nouveau gouvernement s'était engagé… Ce n'est pas la faute d'Emmanuel Macron s'il a partagé le constat du corps en en tirant des conclusions qui n'étaient plus valides 6-9 mois après. Est-ce que les Français ne sont pas capables de comprendre qu'on a un problème de financement et que l'équation, elle est devant nous? C'est soit on accepte de geler les pensions jusqu'à la fin du quinquennat, voire au-delà, et d'avoir des taux de remplacement, 3 milliards d'euros par an, et d'avoir des taux de remplacement pour nous, les actifs, qui finançons aujourd'hui les retraites de ceux qui sont à la retraite, en payant 28% de cotisation tous les mois sur nos salaires. C'est pas rien, c'est parmi les plus élevés d'Europe. Soit on accepte qu'il y a des baisses du taux de remplacement et que nous, quand on partira à la retraite, on n'aura pas du tout les mêmes montants. Votre conviction, en tout cas, c'est qu'Emmanuel Macron n'y coupera pas, il sera obligé de relever. Il n'y a pas le choix. Voilà. Et tout ça, ce n'est pas des ballons d'essai, ce n'est pas des polémiques, etc. Donc c'est délibéré. Il laisse cette polémique prospérer parce que c'est que derrière… Peut-être qu'à un moment, on peut voir les choses en face. Tous les autres pays sont déjà aujourd'hui avec des départs à la retraite à 65 ans. La carte d'Europe, elle vous saute aux yeux quand vous voyez les âges de départ à la retraite. Donc il y a soit on prend nos responsabilités, soit on continue à faire perdurer un système. Mais en même temps, pardon, Agnès, où on va faire que des mécontents. Les prévisions financières sur l'équilibre des comptes de la retraite, il n'y a rien de dramatique à horizon de 10 ans. Mais il n'y a rien de dramatique, mais attendez, on parle de combien? Je n'ai pas les chiffres en tête, mais je crois que c'est… On parle de quelques milliards. Il y aura des besoins de financement de l'ordre de 5 milliards à l'horizon 2020 et après ça va continuer dans les années suivantes. Oui, mais ce n'est pas dramatique. Mais on ne parle… Après, il y a la dépendance, mais c'est un autre sujet, la dépendance. On ne parle pas que de ça. On parle aussi de la question de faire baisser la dépense dans le PIB. Et on parle aussi de la question de l'équité entre public et privé. Nous, on a sorti une étude où on a appliqué les modes de calcul des pensions privées aux pensions publiques. Et là, vous avez des milliards d'économies à faire, à terme 3-4 milliards d'euros par an, rien qu'en alignant les modes de calcul du public sur le privé. Et dans la grande… C'est ce qui est prévu quelque part. Et oui, mais c'est en quelle année? En 2025? Pendant ce temps-là, pourquoi est-ce qu'on paye des impôts? Pour financer aussi les problèmes de financement de pensions plus chères pour nos agents de l'État, pour nos agents territoriaux, pour les agents de la SNCF, il y a cette promesse, pour les agents que cette réforme des retraites ne serait pas paramétrique, qu'il n'y aurait pas des économies qui seraient faites. Il va falloir avaler le chapeau. C'est votre conviction qu'il ne pourra pas y échapper. Ah non, mais de toute façon, 2025 déjà, c'est une blague. Faire la réforme des retraites en 2025 ? Et c'était ça l'engagement dans la campagne? Non. Ouais. Sachant que, est-ce qu'on ne sait pas tout ça est un faux débat, Agnès? Parce que quand on regarde l'âge moyen de départ réel, effectif des Français qui partent à la retraite, 62 ans et 5 mois. Si on exclut les retraites anticipées, les Français partent en moyenne à 63 ans et 3 mois. Donc les Français, dans les faits, partent déjà après 62 ans. Est-ce que ce débat qui clive tant, ce n'est pas un faux débat? Dans les faits, les Français partent déjà après? C'est pas un faux débat parce que déjà vous dites les Français, mais vous avez énormément d'agents dans le secteur public, on l'a dit, qui partent encore à 55 ans, à 57 ans, les catégories actives, les agents d'entreprise publique, etc., qui aujourd'hui finalement ne sont pas du tout dans les mêmes âges, qui passent d'ailleurs un temps très important à la retraite, de l'ordre de 26 ans. On est parmi les pays au monde où les personnes passent le plus de temps en pension. C'est un surcoût énorme pour la France. C'est là où on rentre le plus tard sur le marché du travail. On y parle le plus tôt. C'est ça. Donc à un moment, il y a un problème aussi de travailler plus. Et ce n'est pas simplement le sujet d'ailleurs des retraites, c'est aussi le sujet du temps de travail, par exemple dans nos administrations. On parle de dépenses publiques et on dit qu'on est déjà à l'os, qu'on ne peut pas baisser la dépense, etc. Mais c'est totalement faux. Quand vous regardez les Allemands, ils ne sont pas à 1607 heures, ils sont à 1807 heures dans les services publics. C'est 200 heures de plus. Ça équivaut, si on remontait le temps de travail de nos agents, à 500 000 postes. Vous vous rendez compte? De 35 à 39 heures, c'est ça? mais même plus, puisque les Allemands, ils sont à 40 heures, 41 heures, 42 heures. Elle veut la révolution, dis donc, Agnès. Là. Mais ce n'est pas une révolution, c'est simplement s'adapter à ce qui se passe ailleurs. C'est-à-dire qu'on a cru qu'on pouvait être plus riche en travaillant moins, en partant plus tôt à la retraite,
en prenant plus de congés, plus de vacances, etc., des RTT tout le temps. Mais non, c'est faux. Ah, sur le papier, on a tous envie. Hein, Non, mais c'est faux, mais vous savez bien, comme moi, qu'en réalité, c'est un leurre et que cette construction qui repose sur 2 erreurs historiques, hein, le changement de l'âge à la retraite qui était à 65 ans et qui a été changé au début des années 80 par le gouvernement. Et la réduction du temps de travail. Et la réduction du temps de travail. Ah, je la connais. Et ces 2 erreurs historiques, elles nous plombent aujourd'hui énormément et elles font que le PIB par habitant, malheureusement pour la France, est en dessous du PIB par habitant des Allemands, est en dessous bien sûr des Luxembourgeois, des Pays-Bas, etc. Et qu'à un moment, il faut peut-être se poser la question de si on a moins de richesses à partager entre nous, si on a moins de pouvoir d'achat, si on a des problèmes de fin de mois, c'est aussi parce qu'on a fait des mauvais choix qui doivent être mis vraiment véritablement en question. Donc c'était une connerie, vous écoutez, cette promesse présidentielle de ne pas toucher à 62 ans sur l'âge de départ à la retraite. C'était une connerie. En même temps, il y avait l'effort qui était demandé déjà aux retraités, encore une fois, sur la CSG. Il ne fallait pas trop charger la barre. D'abord, je ne parle pas que des retraités actuels, je parle aussi des futurs retraités. Quand on repousse l'âge de départ, on ne parle pas des retraités actuels. On parle de ceux qui vont arriver à la retraite dans les prochaines années. Donc ne mélangeons pas tout et posons-nous la question si véritablement les Français préfèrent qu'on gèle les pensions plutôt qu'on repousse l'âge de départ. Je pense qu'il faut leur poser les bonnes questions aux Français et arrêter de dire c'est formidable, on va retourner. Certains avaient dit qu'ils allaient retourner à la retraite à 60 ans dans la campagne aussi. Hein. Donc il y a plein d'idées électoralistes. Après la question c'est est-ce qu'on est dans l'électoralisme, dans les promesses qui font plaisir, ou est-ce qu'on est dans la réalité et est-ce qu'on veut vraiment faire baisser le chômage à terme? Parce que si on continue comme ça... Les 7% de taux de chômage à horizon 2022... on ne les atteindra pas, si on continue comme ça. Mais si on veut les atteindre, c'est peut-être encore possible si on fait les bons choix. Et les bons choix, ils passent avant tout par créer une fiscalité autour de nos entreprises qui leur permettent de créer véritablement des emplois. Je sens qu'elle sera déçue dans quelques jours. Non, je ne serai pas forcément déçue. On va revenir en parler quand on verra ce qui ressort. Est-ce que le président Macron aura choisi Il faut garder l'optimisme. L'optimisme de la volonté et le pessimisme de la lucidité, disait Michel Rocard en son temps. Merci Agnès Verdier, directrice de l'IFRAP. Bye.